Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler de Giannis Antetokounmpo. Et oui, je sais ce que j'avais dit l'autre jour, que je n'en parlerai plus. Mais voilà, on parle également des Suns et des Hawks. Les Hawks encore. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'accueille immédiatement. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Bon, c'est peut-être le pire épisode de la saison que j'ai préparé, Charlie. Ah ouais? Bah ouais, écoute, j'ai dit que je parlais plus de Giannis, je parle de Giannis. L'épisode qui suit où j'ai dit que je parlerais plus de Giannis, j'ai parlé des Hawks l'autre jour, enfin on a parlé des Hawks l'autre jour assez rapidement. Bah, Alors, il confirme quand même, donc c'est bien de mais ouais, non, mais continuer. il y a des choses à dire, mais je me dis, les gens ils vont croire que je suis un disque rayé, Charlie. Non, écoute, ça va. Je pense que ça aurait été pire Tu si ne on le avait penses parlé de pas? Charlotte, par exemple. Je vais parler de Charlotte, non, je déconne. On va parler de l'actualité rapidement. Trois choses à dire dans cette actualité. La première, LeBron James qui s'est emparé du record du nombre de matchs all-time disputés en carrière samedi face à Orlando avec 1612 rencontres disputées. Un nouveau record à son actif, obtenu dans sa 23e saison. Il a joué 87,7% des matchs possibles durant sa carrière. Et je pense, Charles, que c'est peut-être le fait le plus marquant de toute cette histoire. Le Absolument. fait qu'il ait toujours évité une grosse blessure qui l'éloigne des parquets. Et quand tu regardes les chiffres, la disponibilité de ce mec, c'est quand même... Et puis les tampons qu'il s'est pris tout au long de sa carrière, parce qu'il y a un moment, LeBron James, il était absolument inarrêtable dès qu'il pénétrait dans la raquette. Ce gars a toujours eu un toucher de balle près du cercle absolument indécent. Et il y a un moment, les défenses, c'est simple, ils savaient plus quoi faire, donc c'était vas-y, on lui laboure les côtes dès qu'il met un pied dans la raquette. Et je trouve ça miraculeux que ce type affiche ce pourcentage de matchs disputés en carrière. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Déjà, effectivement, ce record, c'est le témoin de son exceptionnelle longévité. Ça, déjà, c'est un élément. Mais ensuite, comme tu l'as dit, la disponibilité, enfin, la rigueur qu'il faut, en fait, c'est ça qui est fascinant. Moi, c'est ça qui me fascine le plus avec LeBron, plus que ses qualités de basketteur à proprement parler. C'est la manière avec laquelle il a dédié sa vie à ce sport. Une saison NBA, c'est dur physiquement, c'est long, c'est intense, c'est beaucoup de temps passé en déplacement, c'est des douleurs fréquentes, voire constantes, surtout comme quand LeBron, tu es un attaquant vedette dans cette ligue et que, comme tu l'as dit, les défenses n'ont d'autre choix que de te matraquer pour essayer de te freiner. Jouer tant de matchs, c'est la preuve d'une rigueur absolue. Enfin, être encore là à son âge, de toute façon, ça témoigne d'une hygiène de vie et de travail quasiment sans équivalent. Mais effectivement, le peu de matchs loupés, le fait qu'il ait jamais connu de grosses blessures, etc., c'est hallucinant. C'est un cyborg, quoi, ce mec-là. Ouais. Il est pas humain, hein. Un jour, il faudra analyser un peu comment il fonctionne, ce type-là, parce que c'est hallucinant. Et franchement, quoi qu'on pense du joueur et de l'homme, ce record-là, pour moi, il est indiscutablement hors norme et à lui seul, il suffit à donner à LeBron une place à part, je trouve, dans l'histoire de la ligue. De toute façon, aujourd'hui, il y a aucun argument pour dire qu'il n'a pas une place à part dans la ligue. Oui, Enfin, mais je veux dire, au-delà de ses qualités de basketteur, tu vois. En oui, fait, oui, c'est bien ça que je veux sûr, bien dire, c'est que sûr. Ah non, mais tout à fait. même sans rentrer dans le débat de savoir à quelle place il se trouve dans l'histoire, est-ce qu'il est deuxième, troisième, peu importe. Juste, en fait, ce côté-là de lui, moi, c'est vraiment un truc qui me fascine. Oui, complètement. Quoi qu'il arrive, quelques débats que ce soit, il y aura toujours à son actif cette longévité exceptionnelle, cette hygiène de vie, comme tu dis, cette rigueur qu'il a toujours eue dans ses préparations. Quand tu écoutes un peu Tyronn Lue et tous les gens qui ont l'occasion de parler de lui, qui l'ont côtoyé au quotidien, qui ont remporté des titres ou fait des séries de playoffs, des saisons entières à ses côtés, voilà, tous sont assez unanimes sur la préparation obsessionnelle de ce type-là chaque jour pour être dans les meilleures conditions possibles pour jouer, quoi. Et au plus haut niveau. Enfin, je veux dire, le gars est quand même nous a servi une carrière où il a été de manière incontestable au pire top 5, top 3 de la ligue pendant une durée absolument faramineuse, quoi. C'est fou. Et si tu rajoutes les playoffs à ces totaux-là, il a joué au total 1904 matchs en tout et il a disputé 72 772 minutes. C'est monstrueux. C'est hors du commun. Il y a pas
Le second, c'est Karim Abdul-Jabbar, il me semble, il est dans les 60 et quelques, il faudrait que je regarde ça, mais LeBron est en train de marquer une séparation nette avec beaucoup de légendes de la NBA aujourd'hui, quoi, Ouais, c'est clair, dans c'est cette clair. histoire. Sachant que c'est en plus a priori pas fini, quoi. Donc, Non, ouais, carrément, ouais. Donc, non, non, mais voilà, franchement, c'est absolument fou. C'est fou, cette stat, ouais, c'est vraiment ces hallucinant. Ouais. chiffres. C'est hallucinant. Autre record qui a été, enfin un record, c'est Kevin Durant qui a dépassé son idole Michael Jordan pour se hisser à la 5e place du classement du plus grand nombre de points inscrits en carrière, avec Kobe Bryant désormais dans le viseur, qu'il pourrait dépasser la saison prochaine s'il continue à ce rythme en termes de production offensive, ainsi que Karl Malone et Karim Abdul-Jabbar qui sont à la 3e et à la 2e place, donc ils sont un peu plus éloignés quand même. Là, il faudra beaucoup plus de temps avant d'atteindre franchir ces barres-là. Il est d'une efficacité redoutable tout au long de sa carrière. Je pense que ça, c'est le point que je retiens le plus du côté de Kevin Durant. C'est un gars qui, en carrière, peut tourner potentiellement à 50, 40, 90. Et c'est ce qui le définit le mieux, je crois. C'est vraiment un des scoreurs les plus incroyables qui nous ait été donné de voir, très clairement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas une surprise de le voir dépasser Jordan. On sait à quel point KD c'est un des attaquants les plus doués de l'histoire et effectivement, on voyait bien. En fait, la seule chose qui aurait pu l'empêcher d'atteindre tout ça, c'est les soucis physiques, quoi. Mais c'est pas étonnant, voilà. Moi, j'ai bien aimé pour une fois ces déclarations dans lesquelles il rappelle que si Jordan n'est entre guillemets que à 32 000 et quelques points, c'est parce qu'il a finalement pas joué tant de matchs que ça, notamment en raison de ses années off. Mm. J'ai bien aimé la phrase il est bien plus qu'un joueur à 32 000 points, c'est une phrase que je trouve très juste. Mais écoute, ouais, KD, bah là aussi, c'est pas fini, hein. Il va dépasser Kobe certainement d'ici la fin de sa carrière. Ça sera plus compliqué d'aller chercher ceux qui sont au-dessus. Karl Malone, Abdul-Jabbar, ils ont quand même un sacré écart sur ce peloton de joueurs-là. Mais oui, oui, c'est logique et c'est mérité dans le sens où, bah voilà, KD, c'est vraiment un attaquant exceptionnel. Ce que tu as dit sur ses pourcentages, ça en dit long. Il est d'une propreté incroyable. Depuis son arrivée dans la ligue, on sait que ce mec-là, il est capable de scorer sur n'importe qui. Et il l'aura fait pendant 20 ans, parce qu'a priori, il va pas s'arrêter là. Donc. Oui, complètement. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé comment il s'exprimait concernant Jordan. C'est rare hein, qu'on aime bien les déclarations de KD. Ouais, ouais, non, non, mais j'ai trouvé ça. En fait, c'est quelque chose que j'ignorais. Il a eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet-là. Et je l'ai rarement entendu parler de ça. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, tout ce qu'il a pu dire par rapport à, bah voilà, à la place qu'avait Michael Jordan dans son rapport au basket, comment il percevait la carrière de Jordan à l'époque et aujourd'hui, après avoir joué autant de matchs en NBA et de connaître un petit peu la rigueur de ce que c'est. Donc j'ai trouvé hyper intéressant ce qu'il a raconté à son propos. Je m'attendais pas forcément à ça. Ouais, non, pareil, pareil. Et voilà, c'est vraiment un joueur. Enfin, c'est un joueur qui est fascinant à regarder. Et puis, de toute façon, c'est un joueur qui prend du mid-range. Et rien que ça suffit à ce que j'aime son jeu. C'est un des plus gros shooters de mid-range de l'histoire. Je crois que devant lui, il y a Kobe Bryant et LeBron James. Je crois que c'est les deux qui sont devant lui en termes de jumper et inscrit. D'ailleurs, si tu devais, c'est une question que je me posais, si tu devais retenir le tir le plus iconique de la carrière de Kevin Durant, ça serait lequel pour toi? Bah, c'est-à-dire, c'est probablement, je pense que je partirais sur celui avec les Nets face aux Bucks en demi-finale de conférence en 2021. Ouais, c'est ça, Je, ouais. En je l'ai- juin 2021. Ouais, c'est ça. Écoute, déjà, le tir, il est incroyable, hein. Franchement, techniquement, il est magnifique. Mais en plus, Ouais. il y a un vrai symbole. C'est un Game 7. C'est potentiellement le tir de la gagne face au futur champion. Et pour un orteil sur la ligne, finalement, ça devient juste le tir de l'égalisation avec une défaite dans la foulée en prolongation. Franchement, tu sais que je suis pas le plus grand fan de KD, de sa mentalité, de lui en tant que leader, etc. Mais honnêtement, s'il avait sorti les Bucks là-dessus dans un match
absolument hallucinant. Il finit les matchs à 48 points, 9 rebonds et 8 passes. Enfin, c'est impossible de dire à quoi aurait ressemblé la fin de ces playoffs. Et cette équipe des Nets, elle se reposait quasi intégralement sur ses épaules. Harden était diminué par une blessure, Kyrie était absent depuis 2 ou 3 matchs. Ça aurait pu vraiment être la campagne de playoffs où il changeait un peu son image qui avait été vraiment écornée par son départ de KC pour les Warriors. Et donc, pour moi, ce tir-là, il est à la fois extrêmement symbolique du joueur exceptionnel qu'il est, mais du fait qu'il lui aura quand même toujours manqué un tout petit quelque chose pour s'inviter Ouais. à la table des Jordan, des LeBron, même des Kobe, de ces grands scoreurs leaders qui portaient vraiment une équipe sur leurs épaules, quoi. Ah, tu parles bien, Charles, la vache. J'aurais pas mieux expliqué que ça, tiens. T'avais le même, La vache. j'imagine. Oui, effectivement, c'est exactement ça, et le symbole, comme tu dis. Ce qui est drôle en repensant. Alors moi, contrairement à beaucoup de gens, je ne pense pas que les Nets seraient allés au bout. Pour moi, ça se jouait pas là-dessus. Et après, ils auraient rencontré les Hawks. Alors, probablement, potentiellement, ils se seraient débarrassés des Hawks, mais quand même, Harden n'aurait probablement pas pu jouer au-delà du game 7 qu'il a joué face aux Bucks. Déjà, c'était extrêmement douloureux de le voir jouer. D'ailleurs, force à James Harden. James Harden, on se moque souvent de lui. Enfin, on se moque. On pointe souvent du doigt ses performances en demi-teinte en playoff, notamment dans les moments qui comptent. Et sur ce match-là, il avait serré les dents. Il Ouais. avait vraiment essayé de faire ce qu'il fallait. Et j'ai trouvé que ça avait vachement inspiré l'équipe. Et la combativité générale des Nets dans ce Game 7 face aux Bucks. Et comme tu dis, le symbole est incroyable par rapport à la carrière de Kevin Durant. Je pense que c'est le plus beau. Parce que les premiers tirs auxquels on pense concernant Kevin Durant, c'est probablement les tirs qu'il a rentrés en finale avec les Warriors dans le Game 3 face à LeBron James. Et voilà, et c'est ce à quoi on pense. Mais bon, tu sais quelle est mon opinion sur le move aux Warriors. Et très sincèrement, voilà, 4-1 et 4-0, je crois, dans ces confrontations face à Cleveland. Donc bon, la pression était là, mais sans être vraiment là non plus, quoi. Je suis désolé, mais c'était pas non plus un truc complètement fou, quoi. Alors que ce match-là, il était dingue. En plus, Kevin Durant revenait de sa blessure au tendon d'Achille. Donc, il y avait ça. Il y avait le fait de s'être questionné pendant tout ce temps, de savoir est-ce que Kevin Durant va être capable de revenir comme il était auparavant. Et moi, j'ai trouvé que dans cette campagne de play-off-là, il était même plus fort que je ne l'avais jamais vu de toute sa carrière. Je suis d'accord. Franchement, il était époustouflant sur le terrain. Et comme tu l'as dit, Kyrie Irving a été sorti sur blessure. James Harden s'est fait je sais pas si c'était les ischios, le mollet ou je sais plus trop quoi, ou la cuisse, bref. Et le voilà en train de batailler tête à tête avec cette équipe des Bucks où il y avait PJ Tucker qui était dans son short en permanence. Et bordel, mais qu'est-ce qu'il leur mettait comme sauce aux Bucks, quoi. Cette série de playoffs, elle était hallucinante. Et ce final, mais c'était fou. Ouais, c'était une folie. Ah, ça fait vraiment partie des moments, moi, qui sont vraiment gravés dans ma mémoire. Vraiment, ce tir, quand je le vois partir, pour moi, c'est bon, quoi. Tu vois, c'est fait. Et franchement, ça aurait été hallucinant qu'il élimine Milwaukee. Je sais pas du tout, moi, si Brooklyn aurait été champion. Je dis pas du tout qu'ils auraient été champions, mais en fait, rien que les Bucks n'auraient pas été champions, en fait. Enfin, tu vois, c'est quand même quelque chose. Et ouais, je me souviens que vraiment, ce tir, il m'a fait crier. Et après, quand je me suis rendu compte que c'était qu'un 2 points, j'étais dégoûté. Alors que franchement, j'en ai jamais rien eu à péter de Brooklyn. J'ai jamais été fan de Brooklyn. Tu vois, j'ai jamais été fan de la KD, performance rien. était dingue. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, pour moi, ce match, il devait se terminer par un game winner de KD. Et là, pour le coup, on serait rentré dans un niveau de légende absolument fou. Je sais pas si un jour on proposera ça. Il faudra demander aux auditeurs si ça leur dit ou pas. Mais je pense que si je devais sélectionner un match de playoff que j'aimerais revoir, il n'y a pas tant que ça de matchs que j'ai envie de revoir. Je pense que les matchs de playoff que j'ai le plus vus, c'est peut-être les finales de 1998, les finales de 2014 avec les Spurs, où là, je me suis vraiment gavé, quoi. Parce que ce sont des choses qui ont été importantes pour moi en tant que fan personnellement, tu vois. Mais ce game set entre les Nets et les Bucks, cette espèce de tragédie de Kevin Durant, là,
comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, ce symbole de carrière que c'est, je pense que c'est effectivement un match que je re-regarderai avec grand plaisir. Je pense que c'est un match extrêmement important dans l'histoire de la NBA parce que, voilà, quand bien même je pense qu'il se serait fait battre et potentiellement par Phoenix s'ils avaient atteint les finales NBA, euh, ça aurait pu changer beaucoup de choses Ouais. dans les décisions qui ont été prises après par les uns et par les autres et comment la NBA s'est structurée suite à cela. Et ça fait partie de ces points de vibration où la ligue en tant que telle bascule sur un événement, sur une décision, sur quelque chose qui se déroule devant nos yeux. Et quelque part, tu le sens. Il y a aussi ce côté-là, dans le côté grisant d'une rencontre comme celle-ci, c'est qu'au-delà de la rencontre, au-delà d'assister voilà, à un match 7 qui est d'une tension phénoménale où deux des meilleurs joueurs de l'histoire sont en train de se confronter, tu as aussi cette partie où tu te dis, je viens potentiellement d'assister à un point d'inclinaison de l'histoire de la NBA où si le résultat avait été différent, beaucoup de choses se seraient passées complètement d'une autre manière, quoi. Ah mais je suis complètement d'accord. Ouais. Pour moi, ce match-là, il illustre tout à fait ça. Et alors pour l'anecdote, parce qu'en fait, en parlant, je me suis rendu compte que j'avais aucun souvenir de l'overtime. Ouais. Est-ce que tu sais combien de points il marque Kevin Durant dans l'overtime après ce shoot qui pense être winner et qui ne l'est pas? 2 points ou 1 point, non? 0 à 0 Zéro, sur ouais. 6. Mais il était cramé. Il était cramé, puis je pense qu'il était dégoûté. Ouais. Non, non, mais il était cramé. Le mec, t'étais dans un game set, et je te dis, PJ Tucker dans cette série, c'était un enfer absolu. Puis, Ah bah, les Bucks ne gagnent pas sans avoir PJ Tucker dans leur effectif. Et d'ailleurs, il partira juste après ça, je crois. oui, oui, il part à Euh, Miami après. Ouais. ouais, il part à Miami. Et, euh, et je me suis toujours dit à ce moment-là, mais perdre ce gars-là, après, alors, ils ont eu vraiment pas de bol du tout avec les blessures, les Bucks. Quand tu regardes les blessures d'avant playoff, les Bucks, il y a un moment, ils enchaînent tous les ans. Il y avait quelqu'un qui se pétait. C'était Middleton, c'était Giannis Antetokounmpo beaucoup, c'était Brook Lopez, c'était je ne sais qui pouvait pas jouer. C'était pénible à chaque fois. Et voilà quoi. Mais non, non, ça m'étonne pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai dit 2 ou 1. Tu vois, j'étais pas Ouais, t'étais forcément pas loin du tout, ouais. je me suis pas trop trompé. Mais non, non, je me souviens bien il en pouvait plus. C'était sûr et certain qu'il perdait ce match si, à partir du moment où ils avaient vu qu'il avait mordu la ligne, c'était dead, quoi. Tu pouvais être sûr qu'ils allaient jamais remporter cette victoire. La feuille de match de cette rencontre. Harden, qui vraiment était sur une jambe et demie, joue 53 minutes. C'est ouf. Il est complètement fou, ce match. Ouais. Il est complètement fou, ce match. Troisième point d'actualité, je voulais revenir vite fait quand même, je voulais me faire un petit plaisir, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Peyton Watson qui a fait son retour dans l'effectif des Nuggets hier soir face à Portland. Victoire assez solide, j'étais content de la tête que ça avait, cette victoire. Il a inscrit 14 points en 20 minutes, ça m'a fait très plaisir de le revoir sur le terrain. J'avais presque oublié l'énergie avec laquelle il jouait et à quel point c'est indispensable, cette espèce de jeunesse, cette espèce de... Il a une rage. Et l'autre fois sur Twitter, j'ai balancé un tweet en disant que quelque part Russell Westbrook, ou du moins son attitude, quand il était dans un fuck you mode absolu, je trouve que c'est ce qui manque un peu à cette équipe. Et Peyton Watson n'a pas la même intensité que Russell Westbrook, je sais pas du tout ce que je suis en train d'essayer de dire, mais il a une intensité, je trouve, dans son jeu et dans son attitude, qui en plus cette saison, il y a un backup, c'est-à-dire que dans ses performances, il peut aujourd'hui ouvrir la bouche et parler un peu plus qu'auparavant. Ça semble en tout cas moins à côté de la plaque. Et c'est cool parce que c'est la première fois que Denver joue au complet depuis novembre, je crois, qu'ils n'avaient pas joué avec cette équipe où ils étaient tous là. Donc enfin, Charlie, on l'a attendu en tant que fan des Nuggets et je suis très content de pouvoir dire que tout le monde est là. Ouais, bah, je suis bien d'accord, hein. Moi aussi, je l'ai attendu, et pourtant, je suis pas fan des Nuggets, mais franchement, ouais, Peyton Watson, c'est clair que c'est un profil qui ne peut faire que du bien à cette équipe, dans l'intensité, enfin, dans l'attitude, dans la mentalité. Dans la combativité, Ouais. il
est toujours combatif, ce mec. Ouais, et puis aussi statistiquement, c'est quand même un mec Ouais, qui apporte des points, qui apporte de la défense. C'est un mec qui est vraiment important pour cette équipe. t'as raison. Donc ouais, non, je suis très content qu'il soit revenu. J'espère qu'il va pouvoir bien reprendre du rythme pour être en forme en playoff. Et puis ensuite, on verra. Hein. Moi, pour moi, Peyton Watson, c'est vraiment l'énorme point d'interrogation de l'intersaison des Nuggets, parce que bah, il va falloir payer ce type-là, et vu ce Oh, qu'il mais a montré arrête. cette année. Ouais, je peux dire, si vous espérez le garder un jour, faut commencer à y réfléchir maintenant. Hein. Ah non, non, mais tu peux pas savoir la discussion que c'est au sein des fans des Nuggets, c'est clair Bah, et tu net. m'étonnes. Tu Surtout m'étonnes. qu'on a signé Christian Brown, qui lui est toujours en train d'hésiter à prendre un tir alors qu'il est grand ouvert. Cam Johnson depuis quelques matchs là, c'est très sérieux. Il est beaucoup plus incisif, il y a beaucoup moins d'hésitation dans son jeu, ce qui pouvait largement m'énerver. Et là, on retrouve un Cam Johnson où dès qu'il y a une... C'est un Cam Johnson, j'ai l'impression qu'il s'inspire un peu de Tim Hardaway. Tim Hardaway, c'est peut-être... c'est la recrue de malade mental Ouais, côté j'allais Nuggets dire, c'est comme pas ça. loin d'être la meilleure recrue. Hein. Qui aurait mis un billet là-dessus? Et aujourd'hui, Valanciunas, par exemple, je pense qu'on aurait dû le laisser partir en Grèce. C'était ça son objectif, franchement. Vas-y, casse-toi. Parce que, je sais pas pourquoi on s'est battu et inquiété de savoir s'il allait revenir ou pas. Parce que le mec est absolument injouable à quelques semaines des playoffs. C'est fou. Et OKC, ce soir, là, ils vont retrouver Jalen Williams, ça y est, on a la date. Il commence là, c'est face aux Sixers, je crois. Et je voyais un petit peu la comptabilité du Thunder en termes de blessures entre Hartenstein, Holmgren, Caruso, Ludort, Cheggy Juice, tout le monde. C'est complètement taré que cette équipe soit tout en haut de la conférence Ouest sans trop cligner des yeux. Ça s'est plutôt bien passé. Et là, ça y est, ils vont être au complet au Bah, c'est meilleur ça, en fait. moment. C'est ça qui est Donc, encore encore plus taré, et c'est presque vrai pour Denver aussi, hein, finalement. Hein. Ce qui est encore plus taré, c'est que vu les saisons que se sont tapées ces deux équipes, s'ils arrivent d'une manière ou d'une autre à avoir leur effectif au complet pour les playoffs, à grand respect, hein, c'est à ce moment-là que ça sera le plus important. Mais je suis d'accord avec toi, oui, voir OKC avec un tel bilan, vu la saison qu'ils se sont tapés en termes d'absence, c'est hallucinant. oh, puis non, mais Jared McCain, Charlie, mais c'est pas possible. Ah mais Mais arrête, parce c'est que moi pas ça m'énerve, possible. hein. Je suis désolé, mais ça Mais c'est pas m'énerve. possible. Mais c'est pas possible. Ouais, Mais le mec, mais on l'a dit, toi et moi en plus. Et là, ça se confirme. J'aimerais tellement m'être trompé là-dessus. Je voulais avoir tort, Charlie. Je voulais avoir tort, Charlie. On peut pas avoir tort parfois. Mais Et tu penses pas pour des trucs que... qui font plaisir. Est-ce que tu penses que les Sixers, là, quand ils font le trade, ils Oh là savent que là. McCain, ça va donner ça à OKC? Et il a dit, là, comment il s'appelle, Daryl Morey. Il a dit. Ah, bah, c'était une offre qu'on pouvait pas refuser. Oui, bon, ouais, c'est ça. Ouais. Alors ouais, ils ont eu des pics, machin, tout ça, ok, cool, gars, c'est top. Maintenant, il va falloir que tu fasses des bons choix. Mais, Mais attends, mais en merde, fait, les bons quoi. choix, ils les ont déjà fait l'année dernière quand ils ont tradé, quand ils ont drafté McCain, en fait. Je veux dire, ah bon, ça veut dire quoi? On a des pics, on va devoir faire des bons choix. En fait, McCain, c'était déjà le résultat d'un bon pic, quoi. Donc, bon. Ce qui me fait rire, c'est que on avait toujours dit à l'époque, regardez Sam Presti, il est assis sur un lot de pics de draft, et ces pics de draft ne vont pas lui servir à faire des sélections de jeunes talents, forcément, tu vois, au bout d'un moment. Une fois que tu as les joueurs et que tu as ton effectif qui se complète et que tu as signé tes joueurs. Tu n'as pas besoin de tes pics pour faire ça. Par contre, tu as besoin de tes pics pour compenser, ajuster, améliorer, affiner. Eh ben, ils se sont fait sortir par Dallas en 2024. Quoi? On n'arrive pas à prendre des rebonds? Notre défense est un peu molle du genou? Ok, vas-y, on prend Hartenstein et Caruso. Ok. Quoi, les Sixers sont désespérés, ils ont envie de se débarrasser d'un joueur qui shoot à 3 points, alors que nous, c'est peut-être le micro point faible qu'on peut avoir de temps en temps quand on est dans un mauvais soir. Vas-y, envoie. On te donne 3 secondes tour de draft, toi tu peux aller crier victoire et nous on va aller remporter un titre. Ça me fascine. Tu C'est m'étonnes. génial. C'est de la gestion d'effectifs, les gars. Ça, on n'a pas, voilà. Il n'y a pas photo, quoi. Hein. Les mecs, ils ont un train d'avance. Euh, Premier sujet d'actualité. C'est terminé pour l'actualité. Notre sujet principal, c'est Giannis Antetokounmpo et les Bucks.
Alors je sais, j'avais dit que je voulais plus parler de Giannis Antetokounmpo et des On en Bucks a d'ici marre. l'intersaison. On en a On en a marre. marre, on en a gros. Quand les décisions seront enfin prises d'un bord comme de l'autre, et voilà, on rigole par rapport à tout ça. C'est bien ce qu'on s'était dit d'ailleurs. Mais l'article qui a été publié ce week-end sur ESPN sur ce qui se passe du côté des propriétaires de la franchise m'a interpellé vraiment. Je trouve que c'est très intéressant d'en parler parce que cet article de Ramona Shelburne illustre bien, je trouve, les complexités qui nous échappent parfois dans nos conversations sur les transferts, la réalité des prises de décision. Et pour le coup, les Bucks, ils ont vraiment une situation assez singulière. On découvre notamment que Wes Edens est actuellement le propriétaire décisionnaire, et ce jusqu'en avril 2028, et que son copropriétaire principal, Jimmy Haslam, n'est pas encore celui qui tire les ficelles, en tout cas pas pour le moment et pas à 100%. Il y a eu des décisions qui sont prises de manière collégiale, hein, c'est ce qu'on comprend également. Il y a un autre gars qui est également compris, un autre homme d'affaires, j'ai oublié son nom, ouais, Jamie Dinan, qui est concerné. Mais grosso modo, il y a un propriétaire, et ils font un roulement comme ça tous les 5 ans. Et je trouve ça fascinant comme organisation. Et on oublie parfois que du côté des poches profondes que sont les propriétaires, il y a des organisations qui peuvent être étonnantes. Et là, Edens, il a laissé entendre qu'une décision définitive serait prise cet été, à savoir, soit Giannis Antetokounmpo signe son extension, soit les Bucks le mettront officiellement sur le marché des transferts afin de récupérer quelque chose en échange. Euh, on sait également que les autres propriétaires, les GM surtout, qui deal avec Milwaukee, ont parfois des doutes sur qui prend des décisions, avec qui il faut discuter. Très franchement, alors, là, on sort un peu des terrains du parquet quand on aborde ce sujet, mais je trouve que ce coup de projecteur est assez passionnant sur les multiples facettes que peuvent avoir les négociations au sein d'une franchise à propos d'un joueur aussi fort que Giannis Antetokounmpo, qui, Charles, on va pas se mentir, à lui seul, cet été, peut modifier la trajectoire d'une future équipe dans la course au titre, et surtout l'impact que ça va avoir à travers la Ligue. Tout à l'heure, on parlait du tir de Kevin Durant. Si demain, si à l'intersaison, Giannis Antetokounmpo est transféré, un exemple au hasard, aux Lakers, tous les concurrents, toutes les équipes qui sont concurrents des Lakers vont se dire, bon, il va falloir qu'on réagisse et qu'on s'arme en conséquence. Donc je trouve ça assez passionnant, cet article de Ramona Shelburne, qui est à la fois complet et sacrément surprenant sur cette organisation au sein des Bucks. Ouais, bah, il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, le premier truc qui est important et qui est assez évident, c'est le fait que les Bucks veulent absolument éviter de prendre le risque de perdre Giannis sans contrepartie à l'été 2027, quand son contrat actuel sera expirant, et ça me paraît plus que logique, effectivement. Moi, j'ai du mal à imaginer que Giannis envisage vraiment cette issue-là. De toute façon, lui qui est tellement soucieux de préserver son image depuis le début de ces discussions sur son avenir, quitter les Bucks en fin de contrat sans que la franchise ne récupère rien, ce serait vraiment très très moche. Et effectivement, l'autre aspect de cet article de Ramona Shelburne, c'est celui de la gouvernance de cette franchise, avec un pouvoir de décision qui tourne, et la nécessité d'un consensus entre les trois actionnaires majoritaires que tu as évoqués. C'est un fonctionnement qui complique très clairement la fluidité des discussions, d'autant que même si en théorie c'est pas lui qui a le pouvoir à l'instant T, le pouvoir décisionnel, il y a quand même dans l'article des déclarations de dirigeants d'autres franchises qui ont quand même l'air de plutôt dire que l'acteur principal de ce dossier-là, c'était Jimmy Haslam. Donc est-ce que vraiment tous les propriétaires sont alignés sur le sujet? Est-ce que ça, c'est un peu difficile à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, cet article, il trace une ligne qui est assez claire, qui consiste à dire que soit Giannis prolonge, soit il est tradé. Maintenant, c'est quand même pas une situation qui est idéale pour eux, parce qu'aujourd'hui, tous les front office savent que les Bucks seront dos au mur, en fait. Ils sont en position de faiblesse dans les négociations, d'une part, parce que s'ils échouent à prolonger Giannis, bah, il y a ce risque de départ libre en 2027, en plus, parce que, donc, il s'agira de trader un joueur sur un contrat expirant, auquel Giannis est considéré unanimement comme un des tout meilleurs joueurs de la ligue,
Mais n'empêche que on voit bien que sa cote est pas au plus haut. Outre son âge et sa situation contractuelle, il y a quand même ses antécédents de blessures qui viennent impacter sa valeur sur le marché. Donc la gourmandise de Milwaukee sur ce dossier, ça va aussi être un obstacle à une issue rapide. Donc ouais, l'article est hyper intéressant, il est très complet, tout le monde peut y accéder, hein, il y a pas de paywall là-dessus. Je conseille de le lire parce qu'effectivement c'est un éclairage assez rare sur le fonctionnement d'une franchise. Voilà, moi j'avoue que je suis pas très rassuré. J'ai hâte de voir comment tout ça va se passer, mais franchement en fait, tout ça est si long et si pénible que moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir Giannis prolonger et derrière continuer à envoyer son argent au charbon pour tâter le terrain, sonder le marché. S'il est vraiment dans une volonté absolue de se donner le bon rôle auprès des fans des Bucks, c'est une possibilité qu'on peut pas écarter, en fait. T'as absolument raison. Giannis Antetokounmpo est quand même le gars qui aujourd'hui souffle le chaud et le froid, qui dit un jour je veux être un Bucks pour la vie, et qui le lendemain va dire ouais bah des fois je me réveille le matin j'ai envie de manger du bacon et puis un autre matin j'ai envie de manger autre chose, donc je sais pas trop, faut voir, et qui pose où t'as l'impression qu'il pose des espèces d'ultimatums, mais pour dire ensuite mais non c'est pas des ultimatums, c'est juste une façon de parler, vous déformez mes propos, enfin le truc hyper agaçant, on va pas se mentir, toi et moi, on en a déjà parlé en off. Je pense qu'on est assez d'accord pour dire que c'est excessivement énervant de voir des joueurs rentrer dans des stratégies de communication comme celle-ci. Mais, euh, mais moi, ce que j'ignorais du côté des Bucks, effectivement, c'est comment les décisions sont prises. Et aujourd'hui, en fait, Jimmy Aslam, qui se retrouve donc dans 2 ans avec l'optique de reprendre les rênes du truc, mais il ne veut pas en même temps pâtir des décisions prises par son collègue Wes Edens, qu'il les prend maintenant. Et surtout sur une décision aussi dramatique que Giannis Antetokounmpo, parce que Giannis Antetokounmpo qui s'en va, c'est une reconstruction qui potentiellement recommence. Et tu recouperas pas le talent de Giannis Antetokounmpo, c'est quasiment impossible, à moins que tu récupères Luka Doncic ou Nikola Jokic ou Shai Oui, ça Gilgeous-Alexander. n'arrivera pas, quoi. Voilà, quelque chose de cette trempe. Tu vas pas récupérer ça, tu vas récupérer autre chose. Ta franchise va rentrer dans une autre phase de son existence. Et lui, manifestement, il a encore envie de croire que il peut gérer une équipe qui lutte pour le titre et le haut du tableau. Ok, tu vois, mais je trouve ça assez étonnant, sachant qu'il y a aussi le passif entre l'ancien propriétaire Marc Lasry, qui aujourd'hui est totalement brouillé avec Wes Edens. Lasry, c'est lui qui a vendu ses parts, 25% de ses parts à, à Jimmy Aslam. Et c'est marrant qu'aujourd'hui, donc Edens et Lasry ne se parlent quasiment plus, manifestement. Enfin, ne se parlent plus. Dans l'article, c'est précisé qu'ils se détestent à l'heure d'aujourd'hui, qu'ils n'ont plus aucun contact l'un et l'autre. Edens, on apprend également que sa fortune, en raison de placements, de marchés, ainsi de suite, a complètement fondu comme neige au soleil. Et donc, ça fragilise un peu sa position auprès des autres actionnaires. Toute cette dimension business, j'ai pas envie de m'étaler là-dedans parce que je pense que peut-être potentiellement je suis en train de perdre la moitié des auditeurs en parlant de ça. Mais je trouve ça vraiment fascinant de voir tout ce qui a pu se passer ces dernières saisons, notamment le deal avec Damian Lillard, la décision de stretch son contrat et de s'en débarrasser, de faire venir Miles Turner finalement, truc qui est un espèce de pétard mouillé qui a pas du tout. Enfin, Miles Turner aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'ils attendaient, clairement. Et puis cette équipe, de toute façon, aujourd'hui, n'est faite que de pièces rapportées, de briques et de brocs, à part Ousmane Dieng, qui est peut-être le seul petit rayon de soleil dans cette équipe. Et je vois pas quelle raison. Enfin, si, comment il s'appelle? Il y a AJ Green et Ryan Rollins, effectivement, qui sont les bonnes nouvelles de la saison. Mais j'ai cru que t'allais me dire Kuzma à un moment. Non, pas du tout. Mais ouais, ça devient compliqué aujourd'hui de s'enthousiasmer côté Bucks. Et j'ai hâte de voir effectivement comment ça va se passer. Ça n'enlève pas le fait que, comme tu l'as très bien dit, Giannis Antetokounmpo, cet été, peut signer le contrat, dire Bucks for life,
je ne partirai jamais, nous sortir comme il avait fait à la date limite des transferts, son petit mème avec le loup de Wall Street en disant I'm not leaving, en hurlant, et 3 mois plus tard dire ouais, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, on joue pas le titre, ça m'énerve, il va falloir faire quelque chose, et patati patata, tu vois. Et repartir dans un cycle passif-agressif qui va nous, qui va nous Ouais, c'est saouler. ça. Bah oui, c'est ça. Et en fait, tout ça contribue à augmenter le flou, parce qu'il y a un vrai flou, hein. On n'est pas juste face à une organisation qui a un fonctionnement un peu atypique. Je veux dire, les déclarations des dirigeants des autres franchises qu'il y a dans cet article sont très très claires, hein. Il y a une, il y a des citations, il y a des proches de la franchise qui t'expliquent que la volonté de Giannis n'a absolument rien à voir avec tout ça et que de toute façon aujourd'hui personne ne savait vraiment qui allait prendre la décision de trader ou non Giannis, etc. Enfin, c'est vraiment un sac de nœuds. Et effectivement, Giannis avec son obsession pour faire bonne figure et pour garder une bonne image, moi, je crois sincèrement qu'il se plante. On en a parlé en off, toi et moi, il y a quelques jours. Son plan pour garder les mains propres et préserver son image, c'est une erreur complète. En fait, déjà, je pense que même s'il demande à partir, personne lui en voudra du côté des Bucks. Je veux dire, tout ce qu'il a fait pour la franchise depuis toutes ces années, c'est un truc de fou. Et pour les gens comme nous, pas particulièrement fans des Bucks, il est vraiment en train de ruiner son image en faisant durer cette situation. Hmm. Je veux dire, ce petit jeu est insupportable. Ça fait des mois qu'il aurait dû exprimer clairement ses intentions. Et je sais très bien, on va me répondre, il l'a fait, il a dit qu'il voulait absolument pas quitter Milwaukee. Ok, mais dans ce cas-là, qu'il contrôle son agent, en fait. Qu'il le laisse pas discuter d'un départ avec le front office, qu'il le laisse pas discuter d'un départ avec les insiders, qu'il arrête avec cette posture consistant à dire que son agent fait son job et que c'est pas son problème. Bien sûr que si, c'est son problème, ce mec-là bosse pour toi. Si tu lui dis d'arrêter, il arrêtera. C'est de ton avenir dont on parle, mon gars. Donc, c'est une situation qui est, c'est une situation qui a déjà bien trop duré et ça commence vraiment à être pénible. En fait, ça rend service à personne, ça fait plaisir à personne. Il faut vraiment que les choses se décantent, mais j'ai vraiment peur que ce soit pas le cas. Je sais pas si tu as vu Shams Charania dans Get Up sur ESPN qui parlait justement de l'article de Ramona Shelburne et des contradictions permanentes qu'il y a entre le front office des Bucks et Giannis Antetokounmpo. Et tu sens que le mec, il est au bout de sa Bah, life, tu quoi. m'étonnes. Qu'il est, tu sais, qu'il est dans un espèce de second degré aujourd'hui là-dessus, en se disant, bon, alors, voilà, c'est reparti pour un tour, encore une mésentente entre les uns et les autres. En fait, je l'imagine à chaque news, tu vois, à chaque rebondissement sur le dossier de Giannis, je l'imagine recevoir un texto de Giannis, un de son agent, un des 3 différents proprios, un d'un mec en coulisses, tu sais, avec à chaque fois des versions différentes. Et le mec blasé du style, ouais, je sais pas, vous êtes sûr là, putain, Ouais, multiples franchement, sources. franchement, ça me gave. C'est vrai, j'ai vraiment l'impression de bosser pour rien, quoi. Le bullshit job, tout d'un coup, quoi. Ah ouais. Clairement. Non, non, mais enfin, tout ça pour dire que je n'ai plus, j'ai pas vraiment confiance dans le front office des Bucks pour réussir à à relever la tête dans cette situation. Ça me semble quand même très, très compliqué. Toujours, 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 c'est ce qu'on dit. Si t'as pas l'alignement propriétaire, front office, superstar et coach, c'est dur, c'est très, 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 très dur. Ouais. Et là, aujourd'hui, à Milwaukee, on l'avait déjà évoqué à l'époque de Lillard. On avait déjà dit, Lillard, c'est quand même dommage. C'était une très belle tentative. Ça s'est pas du tout passé comme il fallait. Ça a même été catastrophique Un avec énorme échec, on peut le dire, hein. la blessure de. Ouais, puis la blessure de Lillard a vraiment enfoncé le clou. Oui, non, mais c'est pour ça que ça a été un énorme échec, quoi. Mais bon. Tout était très moche et pas forcément par incompétence. C'est juste vraiment, putain, pas de bol, quoi. Et, et tu peux pas ensuite reconstruire immédiatement sans faire quelques pas de retrait pour essayer de recharger, en fait. Recharger des pics, réévaluer des talents et reconstruire derrière. Et l'intransigeance aujourd'hui manifeste de Giannis Antetokounmpo, parce que c'est ce qu'on avait entendu aussi. Le fait que le mec mettait une pression pas possible sur le front office et les propriétaires en disant bon bah soit vous faites des gestes et des moves et des transferts et des signatures pour que on puisse y croire, soit c'est terminé, quoi. Donc j'espère pour les Bucks qu'ils vont tracer cette ligne dans le sable et
ça va être indispensable en fait que chacun reste à sa place. Tu vois ce que je veux dire? Le Que les problème, c'est gens que qui doivent si... décider décident, que les propriétaires restent à leur place, que Giannis Antetokounmpo reste à sa place. Et aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui se passe du côté des Bucks. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. C'est que j'allais dire, pour que ça fonctionne, bah, déjà, la ligne, il faut pas la tracer dans le sable, hein, parce qu'au moindre coup de vent, tout fout le camp, mais surtout, en fait, effectivement, il faut que chacun reste à sa place, et il faut que, en fait, il faut qu'il y ait une organisation qui soit cohérente, et c'est aussi pour ça, en fait, que Giannis, il peut se comporter de la sorte, c'est que c'est un tel bordel au-dessus, que, bah, ça laisse la place, effectivement, à ce genre de choses. Ouais, c'est John Horst encore qui est général manager, je crois, Oui, oui. qui est aux décisions des Bucks. Ouais, mais à quel point il est aux décisions, tu vois. Non, mais voilà, en fait, c'est ce gars-là qu'il faut laisser bosser. C'est à ce gars-là qu'il faut lâcher la grappe Ouais, et d'après l'article, arrêter. c'est pas parti pour, hein. Ah ben non, c'est pas du tout ça. Et c'est une erreur. C'est une erreur stratégique colossale. Et le fait que ces gens soient totalement aveugles à cela me fascine. C'est des gens qui ont tellement de blé. Et on voit bien toutes les franchises qui sont euh, compétitives sont des franchises qui ont employé des general managers ou des présidents d'opérations basket, enfin, les mecs qui prennent les décisions, qui ont mis en place un centre de décision compétent, qui sait ce qu'ils font, enfin, ils savent ce qu'ils font, et les propriétaires leur laissent une paix royale, et le franchise player a assez confiance pour pas les foutre son nez dans les affaires. Et les Bucks ont donné tellement de pouvoir à Giannis Antetokounmpo. Les propriétaires, ils se sont construits une espèce de structure décisionnaire à la con avec une espèce de tournante dans les décisions tous les 5 ans. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bref. Peut-être qu'ils me Ouais. donneront tort. Bah espérons, hein, franchement, espérons pour les Bucks, espérons effectivement que cette histoire se finisse bien et sans durer trop longtemps. Mais là, en l'état, moi, je peux pas y croire. En fait, j'y croyais pas avant la lecture de l'article et j'y crois encore moins maintenant. Voilà. Si je dois faire un pari sur Kalchi, je dirais que Giannis s'en va cet été. Ok, mais quand? Ben, à l'ouverture Ok. Bah, du marché des ouais, transferts, quoi. ouais, bah, écoute. Bah, espérons, Ou, hein, ça nous éviterait d'avoir à faire 3 ou 4 numéros de plus sur le sujet, je pense. hmm, imagine, il part en plein milieu du mois d'août. La régalade. La régalade. Eh ben, il attendra le septembre pour qu'on en parle. Parce qu'au mois d'août, on sera pas là. On termine le podcast en parlant des Suns et des Hawks. Décidément, dans cet épisode, j'ai décidé de sortir les sujets dont on a discuté récemment, mais il faut en reparler. Ce qui me fait plaisir, ce qui me fascine dans l'histoire des Hawks et des Suns, c'est qu'ils sont actuellement sur des trajectoires opposées. Il y a Atlanta qui continue sa montée au sein de la conférence Est, tandis que Phoenix, aujourd'hui, on voit que c'est une équipe qui est partie pour jouer le play-in à l'Ouest, alors que la 6e place semblait accessible il n'y a pas si longtemps que ça. Alors l'équipe coachée par Jordan Haute a été touchée par les blessures, on a bien vu. Jalen Green est revenu de l'infirmerie, c'était fin janvier. Donc ça s'explique aussi là-dessus. Mais c'est dommage parce que Phoenix était vraiment... Enfin, Phoenix est vraiment une des équipes les plus surprenantes, quoi qu'on en dise, quoi qu'il se passe. Même si demain ils se font éliminer au play-in, ça restera un des parcours les plus intéressants de toute la saison auquel on ait pu assister. Et côté Hawks, écoute, là ils sont 6e, je crois, de la conférence Est. Ouais, ouais. Ils sont sur les talons de la 5e place, Toronto. Ils sont tout proches. Oui, oui, il Donc, y si ça a une défaite d'écart. voilà, donc si ça continue comme ça, ils sont là. Est-ce que Charlie, on a beaucoup parlé du transfert de Trae Young. Déjà, avant que Trae Young se fasse transférer, on en avait parlé, toi et moi. Et de mon souvenir, peut-être que je raconte n'importe quoi, tu vas peut-être me rafraîchir la mémoire, mais on avait dit, il est temps de se débarrasser de Trae Young, il est temps de passer à autre chose, il est temps de voir ce qu'il y a au-delà de cette histoire. Merci Trae Young pour les travaux, merci pour la finale de conf en 2021. Ciao, bye bye, merci, au revoir.
tu peux aller jouer ailleurs. Nous, on va faire autre chose et construire autour de nos jeunes. T'avais les fans d'Atlanta, beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est n'importe quoi. Mettez un peu de respect sur le nom de Trae Young. Rendez-vous compte ce qu'il a fait. Mais personne lui manque de respect, les gars. C'est pas une question de manquer de respect à un joueur. On dit il a bien fait son boulot. Mais que là, aujourd'hui, l'importance pour les Hawks, c'est d'aller voir ce qu'il y a avec les Jalen Johnson et ainsi de suite. Putain, et nickel Alexander Walker, mon Dieu, quoi. Trop Quelle fort. saison de malade, le mec. Ouais. Mais je pense que même tes fans des Wolves aujourd'hui, t'es dépité probablement, quoi. Ah Bref. bah moi je suis pas fan des Wolves et je suis dépité pour eux, donc oui je pense, oui. Mais Atlanta, est-ce que quelque part ça valide cette décision? Enfin, je veux dire, bravo Atlanta, quoi. D'avoir fait sauter Trae Young, d'avoir en plus récupéré. Non, ils ont quasiment rien récupéré. Ils ont récupéré quoi? Kispert et McCollum, Ouais, qui bon après sont. McCollum fait du bien, hein. McCollum fait partie. C'est un des meilleurs 5 de la ligue aujourd'hui. Il y a McCollum dedans, quoi. C'est tout simplement comme ça qu'on est, quoi. On en est là. Donc, je trouve ça absolument génial, cette histoire des Hawks. Ouais, bah oui, oui, je suis d'accord, hein. Les Hawks, ils sont sur une période qui est folle. Ils sont sur 13 victoires sur les 15 derniers matchs. Bon, là, il y a eu la défaite contre Houston ce week-end, mais ils ont immédiatement réagi contre les Warriors. Enfin, en fait, depuis un mois, Atlanta, c'est top 3 défense de la ligue. C'est une équipe qui est extrêmement dominante au rebond aussi. Ça, c'est déjà des choses qu'on a évoquées la semaine dernière, mais en plus, Attends, juste un truc, Charlie. Pardon, dis-moi. excuse-moi. Non, mais juste pour rebondir sur ce que tu es en train de dire. Tu te souviens qu'on avait fait un numéro sur Charlotte? Le mec qui trouve le moyen de parler de Charlotte, tu sais. Oui, On avait parlé de Charlotte en disant le meilleur 5 aujourd'hui en NBA, c'est le 5 Bridges, Lamelo, Diabaté, Brandon Miller, Kunkanupple. Devine qui leur est passé devant. Le 5 McCollum, Alexander Walker, Okongwu, Jalen Johnson et Dyson Daniels. ouais, non, mais ça m'étonne pas. C'est n'importe quoi. Excuse-moi, vas-y, je te laisse continuer. Non, bah, y a aucun souci, mais c'est vrai qu'en plus, Atlanta, ils profitent aussi du fait que leurs concurrents aient du mal à trouver de la stabilité, hein. On peut notamment penser à Orlando, qu'à un moment, là, début mars, on se disait qu'ils étaient enfin lancés, mais qui viennent de subir 4 défaites consécutives, dont une face à Atlanta, justement. Bon, écoute, moi, j'ai assez hâte de voir comment cette saison régulière, elle va se terminer pour eux, parce que on l'a dit la semaine dernière, ils ont profité d'un calendrier qui est avantageux. Depuis, ils ont joué à Orlando, donc et Houston, ils ont gagné face à Magic, au Magic, ce qui était très important pour le classement à l'est. Mais contre Houston, ils ont pris vraiment une bonne claque. On va redire ce qu'on a dit la semaine dernière. Pour Atlanta, il faut surtout pas laisser passer l'opportunité de gagner face à des adversaires à leur portée, parce que ce qui vient après pour la fin de saison est autrement plus copieux. On va le rappeler au cas où les gens n'ont pas écouté le podcast de la semaine dernière. Il y a 2 fois Boston et 2 fois Cleveland dans l'histoire, non? Ouais, il y a déplacement à Détroit, déplacement à Boston, réception des Kings, puis des Celtics, déplacement à Orlando, à Brooklyn, réception des Knicks, 2 matchs contre les Cavs, et on finit par un déplacement à Miami. Enfin, tu vois, c'est sérieux, ouais. Oh, c'est super sérieux. Donc ouais, on va voir ce que ça donne, mais c'est sûr que c'est une équipe dont la trajectoire est hyper intéressante sur cette fin de saison. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Alexander Walker, je suis très très fan de la saison qu'il fait. Je trouve que Dyson Daniels, alors certes, il fait une saison décevante au shoot, hein, il est à moins de 15% à 3 points, mais au-delà de ça, il est tellement important pour cette équipe. C'est même un des éléments centraux de la nouvelle identité des Hawks. Il est plus juste un super défenseur, il a aussi un vrai rôle à la création, il a une vraie efficacité offensive sur de nombreuses phases de jeu, il est beaucoup plus impactant sur ses drives, il a progressé en lucidité pour servir ses coéquipiers. Enfin voilà, il fait de loin sa meilleure saison à la passe, sa meilleure saison au rebond aussi, hein. Ça aussi, on l'a mentionné la semaine dernière, mais son activité au rebond, elle est phénoménale. Je pense pas qu'il y ait le moindre guard en NBA qui prenne plus de rebonds offensifs que lui. Donc ouais, j'ai trop hâte de voir comment il va se développer, ce mec-là, s'il fixe son tir à 3 points, ce qui est pas impossible, hein. L'année dernière, il était quand même très nettement plus efficace que ça. Je pense vraiment que ça peut devenir un joueur qui va compter dans le paysage NBA. Et ouais, j'ai envie de voir aussi le retour de Kuminga, parce que ça a pas été fameux du tout, ouais. Sur sa dernière sortie face aux Warriors, mais c'était catastrophique. Ah, c'était le cata, ouais, vraiment. Oh la vache. Ah, ouais. On s'attendait tous à ce que, tu sais, il y a un minimum, enfin il y a un peu d'ego, tu vois. Ouais, voilà, et puis tu sais qu'il soit là à faire rager un peu les fans des Warriors en disant vous avez vu ce que vous avez laissé partir. Ouais, et le gars, clair. il se croûte la tête la première sur le sol. Mon Dieu.
Mais bon, écoute, ouais, j'espère qu'il va pouvoir enchaîner les matchs et reprendre le fil de sa progression. Au moins, tu vois, qu'on sache enfin concrètement quel joueur c'est aujourd'hui Kuminga, ce que pas grand monde ne peut dire en fait aujourd'hui. Personne ne sait vraiment qui il est. Mais voilà, et puis Jalen Johnson, c'est... Enfin, est-ce qu'il pouvait faire une meilleure saison pour donner raison à la franchise qui a misé sur lui pour incarner l'après-triangle, justement, en fait? Est-ce qu'il pouvait faire mieux que ce qu'il est en train de faire là? J'en suis pas sûr. Il est absolument génial à voir jouer, ce mec-là. J'adore. Vraiment, j'ai très très hâte de voir si Atlanta va être capable de conserver cette place. Alors, j'allais dire dans les 6, mais effectivement, même en fait, dans les 5, c'est pas impossible, hein, parce qu'il y a quasiment pas d'écart avec Toronto, et puis on peut pas dire non plus que Toronto soit une équipe, c'est pas une valeur sûre absolue quant à leur capacité à enchaîner les wins, mais c'est vrai que s'ils arrivent, malgré ce calendrier, à finir dans le top 6, alors que les Sixers sont au coude à coude avec eux, hein, Sixers et Orlando d'ailleurs, et même Miami, enfin, entre la 6e et la 9e place, tous jouent dans un mouchoir de poche, ce serait franchement absolument incroyable, et pour la suite, ce serait fou de réussir à conserver ce top 6 malgré cette fin de saison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et la remontada, enfin, je veux dire, à un moment, les Hawks, ils étaient en train de piquer du nez Ouais, de manière assez catastrophique. Et puis voilà, là que je suis extrêmement content de voir CJ McCollum s'éclater comme ça sur le terrain. Je t'avouerais que c'est une des équipes que je retrouve du plaisir à regarder depuis quelques semaines maintenant. Jalen Johnson, t'en parles. Je sais pas si t'as vu des déclats de Jokic qui expliquent que c'est une des équipes, un des joueurs qu'il préfère regarder quand ah non, j'avais pas vu ça. quand il mate du basket. Jalen Johnson, c'est un de ses chouchous. Il dit qu'il adore son jeu et tout ça. Lis les quotes de Jokic. T'as l'impression que enfin, je pense que lui et nous, on a le même ressenti sur le kiff de regarder Jalen Johnson jouer au basket, tu vois. Ça me fait trop rire. Et un autre truc qu'il faut dire absolument concernant cette histoire, c'est le génie absolu de cette équipe dans la signature des contrats de Jalen Johnson et de Nickel Alexander-Walker et Dyson Daniels. Ouais. Tous ces mecs-là, Nickel Alexander-Walker, il est signé jusqu'en 2028-2029. Il a une option joueur sur cette dernière saison. Il touchera quasiment 16 millions de dollars. Mais le mec tombe à 20 points de moyenne. Hein. Mais c'est une valeur mais inespérée. Jalen Johnson, il a prolongé il y a récemment. Il a toutes ses saisons à 30 millions jusqu'en 2029-2030. Dyson Daniels, son extension débute la saison prochaine à 25 millions jusqu'en 2029-2030. Donc ils ont 3 joueurs là qui sont hyper importants dans ce qu'ils sont en train de faire, qui sont signés à des contrats mais incroyablement intéressants. Je veux dire, la valeur de ces contrats par rapport à la masse salariale qui augmente. T'as Okongwu, là, qui est encore, lui, 2 saisons après cette saison-là. Pareil, qui est sur un contrat plutôt cool. Et c'est cool parce qu'Okongwu, maintenant, il a vraiment les coups des franches aux Hawks. C'est vraiment lui, le pivot titulaire, quoi. C'est brillantissime ce qui est en train de se passer aux Hawks. Et je te dis, il y a un moment dans la saison, on pouvait se gratter la tête en se disant, mais ça va où, ça va faire quoi, et ainsi de suite. Le seul petit point, bizarrement, un peu le point noir, ça serait beaucoup dire. Mais ce qui est très drôle, c'est que le pic des Pelicans qu'ils ont récupéré, donc un espèce qui était considéré comme un des tout meilleurs pics de la ligue, parce que les Pels étaient au fin fond du classement. Et là, depuis qu'ils ont récupéré, comment il s'appelle leur meneur là, j'ai oublié. Dejounte Murray, merci beaucoup, un trou de mémoire pas possible. Dejounte Murray, Herb Jones, Trey Murphy, Sadiq Bey, Zion Williamson, c'est pareil, 5 majeurs de malades. Ils ont un net rating de plus 12,2 en 72 minutes jouées, c'est pas beaucoup cependant, mais ils gagnent beaucoup de matchs et donc ça diminue un peu la probabilité des Hawks de récupérer un top 5 à un top 4 à la draft, quoi. Après, s'ils finissent dans le top 6 à l'Est, je pense qu'ils peuvent, tu vois, hein, on va pas pleurer parce qu'ils ont pas un top 5 pick, quoi. Hein. Non, mais on imagine bien que les Hawks, là où ils sont, quoi, aujourd'hui. Et je pense que le seul regret qu'ils peuvent avoir concrètement sur les dernières saisons, là,
Et peut-être que je vais me faire quelques ennemis, mais c'est le pic de Rizaché à la place de Stephen Castle. Je pense que si tu refais la draft, ils prennent Stephen Castle 15 fois sur 14, quoi. Ouais, oui, oui, je suis bien d'accord avec toi, effectivement. Oui, bah, Rizaché, effectivement, c'est un peu la seule, c'est un peu la seule incertitude. Alors après, nous, on continue à y croire, hein. En tout cas, j'espère qu'on Ouais, continue à là, y croire, il le on faut, l'a hein. dit l'autre fois, l'influence de McCollum a l'air bonne. Oui, oui. Il joue pas mal. Il a fait un bon match l'autre jour. Je sais plus combien il a pété. Je sais pas contre les Warriors où il plante 27 points en sortie de banc, un truc comme ça. Je vais regarder. C'est il y a un moment, ça, quand même. Je sais pas. 25 points en sortie de banc. Non, 25 points titulaires en janvier contre les Pels. Ah, je crois que tu l'as vu trop beau, là, hein. Non, 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 j'ai de retrouver le truc. Ça marche, mais non, écoute, ouais, Atlanta, moi, c'est clair que c'est une des équipes dont il faut, je pense qu'il faut absolument qu'on suive la progression dans les prochaines saisons, parce que les joueurs que tu as évoqués, les Okongwu, les Dyson Daniels, les Jalen Johnson, c'est des mecs qui sont pas vieux et qui ont encore très, très certainement de la marge de progression. Donc c'est sûr que c'est une fin de saison qui va être haletante, parce qu'en plus, il y a encore des choses à jouer. Là où, pour le coup, pour Phoenix, pour revenir sur eux, bon, Phoenix, je pense qu'aujourd'hui c'est mort en fait. Le rêve d'intégrer le top 6, il a été tué la semaine dernière par cette semaine un peu compliquée avec une semaine qui fait mal au crâne, hein, où il y a eu quand même beaucoup de défaites, et en plus des défaites qui sont un peu frustrantes, hein, que ce soit celle face à Boston. Ouais. Boston, alors je crois qu'au score, il y a une dizaine de points d'écart de mémoire, mais en réalité, quand tu regardes le match, ils sont pas si loin, ils tiennent bien tête. Ensuite, il y a ce il y a le lendemain, il y a le match face aux Wolves, des Wolves sans Anthony Edwards, et ça, c'est un match qui a une importance particulière, puisque Minnesota est 6e, c'est l'opportunité de revenir sur le top 6, de créer le suspense pour la fin de saison, mais Phoenix s'écroule complètement en deuxième mi-temps, et il laisse passer l'occasion, et franchement, ce match, il était hyper frustrant, parce que ces Suns-là, ils jouent avec de l'intensité, normalement, ils jouent avec de l'envie, et franchement, en deuxième mi-temps, ils se sont fait bouffer dans ces deux domaines. Voilà, on a ressenti l'effet back-to-back, ça a joué sur la fatigue. Et puis, en plus de ça, 2 jours après, il y a ce match face aux Spurs où on retrouve de bien meilleurs Suns, mais avec encore une fois une fin de match qui est terrible pour les fans, quoi, avec des Spurs qui haussent le ton en défense, ou Mbanyama qui arrache la win. Enfin, c'est vraiment une sale semaine pour Phoenix. C'est la semaine où tu fais une croix sur ton rêve d'intégrer le top 6, et ça, c'est difficile. Et puis la défaite face à Milwaukee aussi, mon Dieu. Ouais. Ouais, et Catastrophique. puis voilà, visiblement. Bon, alors, si j'ai bien compris, j'ai lu un insider des Suns la nuit dernière qui disait que Dillon Brooks allait revenir dans les jours qui viennent, ce qui est une très bonne chose, parce que ça lui permettrait d'être là pour la dernière ligne droite de la saison et de reprendre du rythme en vue du play-in. Mais visiblement, là, c'est Devin Booker qui est diminué par un souci à la cheville, ça semble l'handicaper vraiment, et ça, pour le coup, ce serait terrible s'il est obligé de forcer malgré la douleur et qu'il finit la saison diminuée. Bah, en vue du play-in, c'est une catastrophe. Ouais, voilà, les Suns, j'ai du mal à être optimiste. Même Jalen Green, tu vois, j'ai un peu le sentiment qu'il est pas bien revenu en réalité. Enfin, pas qu'il est pas bien revenu, mais qu'il est pas encore en Il a rythme. beaucoup de D'ailleurs, déchets. bah c'est ça, et tu vois, typiquement, dans le match face à Minnesota, qui était en back-to-back, on l'a senti, mais sur les rotules, visiblement, il a encore du mal sur les back-to-back. Alors je sais que certains trouvent qu'il force un peu trop certains tirs, et c'est aussi de là que vient son déchet, mais en même temps, avec les différents soucis physiques qu'il y a dans l'effectif, il n'a pas toujours le choix, en fait. Les Suns ont besoin de mecs capables de scorer, il fait partie de ces mecs-là. Moi, ça m'étonne pas de le voir forcer un peu en ce moment, quoi. T'avais raison pour Rizaché, je l'ai vu trop beau. C'est Ouais, contre les hein. Warriors, c'était ses 17 points, il avait été très adroit, mais c'était 17 points et pas 27 points. Je sais pas pourquoi. J'ai envie que Zach soit beaucoup plus fort Bah oui, mais que ça, ce je te qu'il est. De comprends, hein. toute façon, on va faire le bilan des joueurs français très bientôt, je pense, parce qu'il va falloir qu'on se dépêche, parce qu'après, ça va être les previews des playoffs et tout ça. Enfin bref, Yes. on va prévoir ça. Mais oui, pour les Suns, quand tu regardes ce qu'il y a à l'infirmerie actuellement, enfin, ou en habit de ville sur le banc, c'est Dylan Brooks, c'est Grayson Allen qui était en train de faire une de ses meilleures saisons en carrière, qui va et vient à l'infirmerie, Royce O'Neal, Mark Williams, alors lui, Mark Williams est toujours blessé, Haywood Highsmith, Amir Coffey, ce sont des pièces Ça fait importantes. chier. Alors, je vois le verre à moitié plein côté Suns.
as aussi les vraies révélations que sont les rookies Rachir Fleming et Kaman Moalak, qui sont, je pense, deux futures pépites. Franchement, le front office des Suns, ils ont quelque chose. Ils sont pas mauvais pour sélectionner les joueurs à la draft quand même. Ils se démerdent plutôt pas mal. Oui, oui, non, mais je suis d'accord, c'est bien, mais enfin, s'ils avaient pu avoir ça et une place dans le top 6, ils auraient pas été mécontents quand même, tu vois. Non, non, mais complètement, complètement. Après, voilà, pour moi, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, parler des Suns top 6 de la conférence Ouest, C'est anormal. tu m'aurais dit ça au mois d'octobre, Oui, je oui, oui. t'aurais probablement rionné. Oui, non, mais je suis Je t'aurais d'accord. dit, mais Charles, arrête de prendre les produits toxiques, arrête de prendre de la drogue, quoi. Mais non, mais même il y a 10 jours, hein, il y a 10 jours, tu m'aurais dit les Suns passent devant les Wolves et finissent sixième, et pendant ce Hmm, temps-là, Minnesota est au play-in, je t'aurais dit oui, bon, bah d'accord, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, pourquoi? Enfin, tu vois, j'y aurais pas cru. Mais n'empêche que, sans cette semaine dernière tout à terrible, fait. et cet enchaînement je crois qu'ils ont perdu quoi, 5 ou 6 matchs d'affilée, ça aurait Ils ont été... deux défaites, non, deux victoires, quatre défaites sur six matchs. Et là, ces 10 derniers, ils sont à 5 victoires, 5 défaites. Ouais, c'est ça, il y a eu cinq défaites entre le 13 mars et le 21. Ouais, Mais ça reste pour moi ça reste une aujourd'hui super saison. une des saisons, enfin, les plus inattendues qui soient. Enfin, je veux Ouais, dire, tout à fait. ils étaient hors playoff l'an dernier avec Durant et Bradley Beal, Oui, quoi. non, mais voilà, c'est ça. C'est qu'en plus, quand on se rappelle du marasme absolu qu'étaient les Suns la saison dernière, c'est clair que c'est trop bien. Ça, je suis d'accord. Mais j'aimerais bien les voir au complet pour le play-in, franchement. En fait, autant ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai, à savoir que ce sont deux équipes aujourd'hui qui sont diamétralement opposées. Phoenix qui a tendance un peu à plonger et à s'installer définitivement dans le play-in et à aller jouer sa survie face aux Clippers et peut-être Blazers Warriors après, ça va pas être simple. Sauf s'ils sont au complet. Et franchement, j'espère qu'ils vont récupérer un max de joueurs d'ici là et peut-être que ça peut être une des belles surprises en termes de qualification pour les playoffs. Ah, pour moi, s'ils sont au complet, je les mets favoris du play-in, clairement. Voilà, on est d'accord. Je sais pas si je le fais pas face aux Clippers parce que Kawhi, mais voilà. T'inquiète, Dion Brooks s'en occupe. Et Atlanta, eux, ils sont en train de monter et ainsi de suite. Et c'est aussi une belle histoire. Ces deux équipes se rejoignent sur un socle commun qui est lequel, qui est, selon moi, le fait que, pour moi, ces deux franchises sont en train de construire la saison prochaine. Et que pour Atlanta, participer en playoff, le fait que certains des jeunes là goûtent à cette ambiance particulière, ça va leur faire un bond en avant exponentiel en termes de développement. Idem pour les Suns. Tu as plein de joueurs dans cet effectif qui sont prometteurs et qui, quand ils vont mettre les pieds en playoff, ça peut vraiment les propulser en avant et aider cette équipe à se construire, soit avec les pièces qu'ils ont déjà, soit on verra quelles opportunités ils arrivent à saisir ensuite. Mais pour moi, c'est une vraie bonne équipe, cette équipe des Suns. C'est une vraie bonne équipe, cette équipe des Hawks. En tout cas, il y a vraiment une promesse, je trouve, hyper intéressante. Et sur les 2-3 saisons à venir, là, ce sont deux équipes dont je trouve la trajectoire dès aujourd'hui passionnante. Ouais, je suis bien d'accord. Et effectivement, ça va être intéressant de voir comment ils arrivent à capitaliser sur cette saison l'année prochaine. Et puis ouais, du côté des Suns, c'est aussi quelqu'un dont on n'a pas du tout, je crois, cité le nom pour l'instant, mais c'est un peu la découverte de Jordan Hott, hein, qui franchement nous fait une superbe première saison comme head coach. Ah mais ça, il me semble qu'on l'avait souligné le fait que La dernière fois, oui, mais cette il fois-ci, doit être pour le coach de l'année Ah qu'il oui, devait oui, on l'a sûrement cité à ce moment-là, ouais. qu'il devait être dans cette course-là. Ce mec-là ne peut pas ne pas être cité dans ce truc-là. Et quand je regarde les post-game qu'il donne, voilà un coach que j'adore écouter parler en termes de stratégie, en termes de développement de joueurs, en termes de tout ça. C'est un mec, dès qu'il ouvre la bouche, t'apprends des choses, quoi. Et d'ailleurs, J'aime bien ce genre de profil. je crois je crois qu'il a été élu coach du mois cette année déjà une fois. Ouais, c'est ça, en janvier, il a reçu le coach du mois de l'Ouest. Et ben, ça m'étonne absolument pas, ouais.
Oh non, c'est cool, c'est mérité. C'est le genre, ça peut paraître anecdotique, mais en réalité, c'est important de voir ce genre de récompense aller à des mecs dont les équipes surperforment, et même si elles sont pas en train de truster le haut de la conférence, elles existent bien mieux que ce qu'on aurait pu anticiper en début de saison. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est quoi le calendrier des Lakers là? Est-ce qu'on va vous taper la place numéro 3 ou pas là? Des Lakers, pourquoi tout à coup tu nous attaques? Mais Euh, parce qu'à Denver, on lorgne sur votre troisième place. Bah, il nous reste 2 matchs contre OKC, un match contre Détroit, bah, qui est d'ailleurs cette nuit, là, enfin, qui aura Ouais. été joué quand le podcast sortira. Il y a Cleveland qui arrive également. Mais sinon, il y a pas mal d'équipes qui tankent, hein, de mémoire. Ouais, c'est ça. Il y a Pacers, Nets, Wizards. Il y a Phoenix. Oh putain, c'est cool. On va avoir un. J'espère qu'on aura un Dylan Brooks, LeBron James. Alors, ce que t'espères vraiment, c'est qu'on aura Denver 3ème, c'est ça que t'espères? Oui, effectivement. Oui. Je mentirais si je disais le contraire. Ah, merci Charlie Ah bah écoute, avec plaisir. de m'avoir accompagné. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés, surtout pour ceux qui restent jusqu'au bout. Merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup de partager cette passion avec nous. On se retrouve vendredi matin pour un nouvel épisode du podcast NBA Corner. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Bon courage à vous. À ciao. Bye bye.